Alors je voulais adresser un remerciement tout spécial à Jean Todt pour sa présence. Je sais qu'il a accepté de modifier son calendrier international, qui est extraordinaire, pour être présent avec nous ce matin. Je lui en sais infiniment gré. Au-delà de cet engagement en faveur de la sécurité routière dans le monde, pour lequel la dépense d'énergie et de talent de Jean est formidable, eh bien, son témoignage comme homme de succès, d'extrême performance, pour la sécurité routière sera, je crois, galvanisant pour nous tous. Et après tout, c'est bien l'objet du colloque aujourd'hui, c'est que vous en repartiez plein de convictions pour agir. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes membres d'entreprises, des entreprises très grandes, très petites, de collectivités, d'administrations aussi. Et chaque jour, vous prenez soin de l'actif le plus précieux des organisations humaines, de vos entreprises, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui y travaillent. C'est une réalité peu connue. Plus de la moitié des accidents mortels du travail sont des accidents de la route. Et chaque année, ce sont près de 500 personnes qui périssent ainsi au cours soit d'un trajet pour se rendre au travail ou en revenir, ou en mission, et 10 fois plus qui garderont des séquelles très lourdes. Et c'est aussi près de 6 millions de journées de travail qui sont perdues. J'ai aimé relever les défis, des challenges en faisant gagner une voiture française, en championnat du monde des rallyes, puis aux 24 heures du Mans, en ramenant Ferrari au sommet en Formule 1 avec effectivement 14 titres mondiaux. Et toute ma vie, j'ai recherché le meilleur résultat possible, la performance, l'excellence, se rapprocher au maximum de la perfection. Et l'esprit d'équipe a toujours été mon moteur. À ce titre, je me considère aussi comme un entrepreneur. J'aime l'entreprise, l'esprit d'entreprise, les valeurs du monde de l'entreprise. Et je sais que vous partagez pleinement ces valeurs car votre vie professionnelle y est consacrée. Aujourd'hui, le défi que j'ai en face de moi, diminuer la mortalité routière à l'échelle de la planète, n'est pas le moins compliqué à relever, croyez-moi. Et pour y arriver, nous avons justement besoin de ces valeurs. Vous, au quotidien, dans vos entreprises, vous devez utiliser ce moteur de la performance, votre rigueur et votre goût de l'excellence pour changer les comportements de vos salariés au volant dans le cadre de leur travail et faire rimer protection de leur santé avec efficacité économique de l'entreprise. En guise de fin, je dirais qu'est-ce qu'un manager? Alors on pourrait évidemment en discuter plus longtemps. Qu'est-ce qu'un manager leader aujourd'hui? Je donnerai 3 idées comme ça à méditer pour cette journée de travail qui vous attend. D'abord, le leader participe, comme le disait Aristote, à la définition des fins, au télos, c'est-à-dire ce en vue de quoi les membres de la pratique agissent. Il vise à leur donner une capacité à actualiser chez eux une puissance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à mon avis, c'est que le manager, c'est pas seulement un phronimos, quelqu'un qui est du côté de la phronésie, qui est du côté de la sagesse pratique, de l'expérience, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable en certaine transparence, d'avoir un élan vers le vrai. Le parésiaste, chez les Grecs, c'est celui qui a son franc-parler, c'est celui qui parle vrai dans l'organisation. Je crois que le management est de plus en plus tenu à cette exigence de véracité. Et puis le troisième point, et c'est celui qui, je crois, résume ce que j'ai essayé de vous dire ce matin. Le manager, c'est quelqu'un qui est responsable pour autrui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va substituer une logique d'obéissance, obéissance à la hiérarchie, obéissance à la règle, obéissance à l'habitude, à une logique que j'appellerais de responsabilité de l'agent, responsabilité devant la finalité et devant le bien commun, devant les autres, mais aussi devant lui-même et devant elle-même. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Les mauvais comportements, les chiffres qui reflètent ceux qui font des infractions sont quand même très hauts. Parce que pour le smartphone, par exemple, moi je trouve que c'est le cas le pire aujourd'hui, certainement. Parce que dans la première enquête, vous l'imaginez bien, il y a 15 ans, ça n'existait quasiment pas, le téléphone au volant. Très très peu. Aujourd'hui, c'est 76% de Français qui reconnaissent pendant les trajets professionnels téléphoner, mais envoyer des SMS, faire des mails, certains vous disent même finir de jouer à Candy Crush au volant,
regarder des vidéos. Enfin bon, vous imaginez à quel point tout ça est extrêmement inquiétant. Alors c'est vrai que c'est moins 13 points par rapport à l'an dernier. Mais si vous regardez les mêmes Français, ou d'autres, j'en sais rien, dans leur trajet privé, ils ne sont que 59% à faire ça. Et donc on s'aperçoit que lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est dans sa voiture, qu'on a souvent transformée en bureau, eh bien finalement, on se conduit beaucoup plus mal. Nous avons commencé en 2012-2013, nous avons engagé à l'échelle du groupe, pour l'ensemble du groupe, une démarche globale d'identification de risques et de mise en œuvre d'actions très simples qu'on voulait vraiment et qu'on a baptisé sous la forme d'engagement. Et nous avons ainsi défini sur la base des situations les plus graves que nous rencontrions 9 règles qui sauvent. On les a baptisées règles qui sauvent la vie. Donc nous en avons 9. Et sur les 9, il y en a 2 qui concernent la circulation routière. Je ne téléphone pas au volant et je ne bois pas avant de prendre le volant. Et quand on a reçu cet appel, ça résonnait tellement avec ce qu'on était en train de faire que nous avons rapidement rejoint, alors au sens du groupe, Engie, et puis au fur et à mesure, l'ensemble de nos filiales, un bon nombre de nos filiales sont signataires en tant que telles de cet engagement. Vous avez demandé à vos filiales de signer? Oui, oui. Elles ont dit non, c'est chouette, on va le faire. Non, vous leur avez dit ce serait bien que vous signiez. C'est les deux, parce que on est toujours entre des choses qui se font de manière volontaire et puis des choses moins volontaires. Il faut aider le volontaire avec un petit coup de pouce. Vous diriez que c'est culturel la formation chez vous? Enfin, je connais cette entreprise depuis 1995, oui, effectivement c'est culturel. Ça fait vraiment partie des gènes de l'entreprise. Oui. Aussi parce que vos clients ne supporteraient pas qu'il en soit autrement? C'est également une bonne question. C'est-à-dire qu'au sein du groupe de Calvez, on a considéré que l'obligation de formation, il faut dépasser le stade de l'obligation justement, il faut le transformer en opportunité. Et donc aujourd'hui, clairement, c'est un argument commercial. Il est clair qu'on transporte des marchandises pour le compte de donneurs d'ordre qui sont au CAC 40 et il est évident que si on avait un événement grave, si on passait au journal de 20 heures, ce n'est pas le nom de notre entreprise qui serait cité, mais le nom du donneur d'ordre. Donc on ne peut pas se permettre ce type de situation et clairement, pour répondre à votre question, c'est un véritable argument commercial. Argument commercial également qu'on partage avec nos clients, c'est-à-dire qu'on essaie de partager nos bonnes pratiques avec nos clients. Céline Billard, est-ce que toutes les entreprises, je veux dire les grandes entreprises, mais peut-être j'ai tort de faire d'ailleurs une dichotomie entre les grandes entreprises et les PME, mais est-ce qu'elles se posent ces questions? Moi, je suis assez frappé par votre ingénuité à trouver des réponses. Ça veut dire finalement, on a besoin de 30% de parking, il faut le récupérer, donc on va développer le covoiturage. Le parking est devenu payant là où on est chez Valrhona, donc on va fonctionner autrement. Notre gars a un accident dramatique, finalement, il faut juste qu'il ne change pas de ligne, parce que s'il coupe la route, on multiplie le risque par 2, par 3, par 4, etc. Est-ce que tout le monde se pose ces questions-là? Je pense que Ou est-ce que la voiture est encore le réflexe, se mettre sur la route? Non, je pense que tout le monde se pose la question. Ça ne se formalise pas toujours par un plan de mobilité. Par exemple, on a accompagné des petites entreprises. Alors, ce n'est pas l'apanage des grosses entreprises. Les petites entreprises se posent aussi la question. Elles ont toujours l'impression que c'est plus difficile à mettre en place dans leur structure quand on est 10, 15, 50 que 100. Mais finalement, on peut faire les choses et surtout si on se regroupe à plusieurs. Je prends l'exemple donc d'un groupement d'entreprises, Fijacteur, donc dans le Lot, où il y a eu une réflexion justement sur la question de la mobilité des collaborateurs parce que les employeurs se sont rendus compte que leurs salariés avaient des distances importantes à parcourir. Donc avec à la fois la notion de fatigue, la notion de coût financier et la notion en effet de risque routier. Ça, c'était les 3 déclencheurs, je dirais, qui les ont amenés à venir vers nous et dire on a besoin d'être accompagnés pour trouver des solutions pour nos collaborateurs qui habitent à plus de 40, 50 km et qui font des trajets de longue distance tous les jours pour venir travailler. Donc ils se sont mis à plusieurs employeurs autour de la table et on les a accompagnés à trouver des solutions finalement pour réduire, je dirais, l'ensemble de ces 3 externalités qui sont donc la pénibilité, fatigue, le coût financier et le risque routier. Alors on a fait quand même un certain nombre d'études au lab et ces études du lab montrent très clairement que tout ce qui est sécurité secondaire, et je voudrais dire que la ceinture de sécurité c'est quelque chose de très technologique,
parce qu'en fait maintenant il y a ce qu'on appelle le limiteur d'effort et le prétentionneur. Donc c'est en fait quelque chose de très technologique. Le prétentionneur, c'est ce qui va vous permettre de vous plaquer contre le siège pour vous positionner correctement juste au moment du choc. Le limiteur d'effort, c'est quelque chose qui va être couplé avec l'airbag, qui fait qu'on a remarqué que chez les personnes plus âgées, on avait une tolérance au niveau thoracique moins importante des contraintes, et que donc ce limiteur d'effort va relâcher un petit peu la pression dans la ceinture de façon à limiter l'effort qui est exercé sur le thorax, et l'airbag vient donc limiter la course, et donc c'est cet ensemble-là qui fait que vous allez être mieux protégé en cas de choc frontal. Et là, on a clairement démontré qu'on avait une réduction importante des lésions de la tête et du thorax. Et c'est chiffré, c'est-à-dire que c'est fait à partir de données qui ont été prises sur le terrain. Je voudrais juste vous dire à tous, vous adresser un très grand remerciement. Il y a eu aujourd'hui des débats, je pense, d'une qualité exceptionnelle. Bon, moi, je ne peux pas dire que je ne connais pas le sujet, j'ai appris plein de choses, et donc j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc j'aurais envie juste de vous demander une chose aux uns et aux autres, c'est que soyez les ambassadeurs, les porteurs de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'intelligence mise en commun. Je voudrais finir par deux petits remerciements. D'abord à vous, Valérie, à vous, Laurent, pour cette animation magnifique. Vraiment, je pense que vous avez réussi à rendre vivants ces débats et à les structurer. Et puis, si vous me permettez, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont concouru à l'organisation de cet événement, mon équipe à la direction de la communication avec Laurence Derrien et ses équipes, et puis aussi nos agences qui nous ont aidés, et tous ceux qui ont contribué à cet événement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, je pense que vous pouvez applaudir Emmanuel Barbe.